Pendant la majeure partie de mon enfance, les règles de notre maison n'étaient écrites nulle part, mais tout le monde les comprenait parfaitement. Mon frère, Bastien, représentait l'avenir, tandis que moi, Julien, j'étais celui sur qui l'on pouvait compter. Bastien occupait tout l'espace sur les murs, les photos de classe, ses maillots du club de foot local, ses trophées de tournois régionaux alignés sur la cheminée du salon, et mon père debout à ses côtés avec ce sourire serré et fier qu'il ne réservait à aucune autre occasion. Quand la famille venait déjeuner le dimanche, ces histoires de réussite ressortaient tout naturellement, mais mon rôle à moi était bien plus effacé. Si quelque chose tombait en panne, je le réparais, s'il fallait trier les factures ou remplir des formulaires administratifs complexes, j'aidais maman, et si Bastien s'attirait des ennuis au lycée, c'était à moi d'arranger les choses discrètement. Au début, je n'en éprouvais aucune amertume car les enfants normalisent le monde dans lequel ils grandissent, et ce n'est qu'une fois devenu adulte que j'ai réalisé que cette hiérarchie ne s'était jamais évaporée, elle nous avait simplement suivis dans nos vies d'hommes. L'opportunité professionnelle s'est présentée de manière inattendue, un poste de responsable d'exploitation régionale dans une entreprise de logistique qui venait de s'implanter près de Lyon. Cela faisait 12 ans que je travaillais dans ce secteur, grimpant les échelons lentement au sein de boîtes qui remarquaient à peine votre existence tant que vous n'aviez pas prouvé votre valeur 3 fois plus que les autres. Le processus de recrutement a été long et éprouvant, avec de multiples entretiens techniques, mais quand ils m'ont appelé pour me proposer le poste, j'ai enfin eu le sentiment d'avoir accompli quelque chose par mon seul mérite. C'est alors que mon frère a téléphoné pour m'apprendre qu'il avait lui aussi postulé, sauf qu'il ne m'en avait jamais parlé, supposant apparemment que le poste lui reviendrait naturellement grâce à d'anciens contacts professionnels de mon père. Dans son esprit, c'était déjà acté, et quand je lui ai annoncé que j'avais accepté l'offre, il y a eu un silence glacial au bout du fil, un silence si long que j'ai dû vérifier si la communication n'avait pas coupé. Quelques jours plus tard, mon père m'a appelé sans crier, me posant simplement une question. Pourquoi as-tu cherché à obtenir quelque chose dont ton frère avait besoin? Il n'a pas dit qu'il voulait, mais bien, dont il avait besoin, et je me souviens avoir fixé le mur pendant toute la conversation en essayant de comprendre comment un emploi obtenu via un processus de recrutement classique avait pu être transformé en un vol manifeste. C'est à ce moment-là que j'ai contacté un avocat, non pas parce que j'envisageais un procès, mais parce que la tension commençait à déborder sur des terrains qui m'inquiétaient, avec des messages étranges tard le soir et des remarques sur le fait que chacun devait rester à sa place. Rien d'explicite, mais assez pour me rendre prudent. L'avocat m'a écouté pendant une vingtaine de minutes avant de me donner un conseil simple, si les choses s'enveniment, documentez tout. Je ne pensais pas vraiment que j'en aurais besoin, mais 2 semaines plus tard, nous avions un petit rassemblement familial chez mes parents pour un barbecue dans le jardin. C'était un de ces après-midi où les enfants courent partout avec leurs trottinettes en plastique et où tout le monde fait semblant que rien de compliqué n'existe sous la surface. Ma fille dessinait des fleurs à la craie sur le béton de l'allée quand mon père est arrivé avec sa voiture. Il m'a à peine regardé en descendant de son véhicule et la conversation est restée polie pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que Bastien mentionne mon nouveau travail. La température a brusquement changé, de cette façon dont l'ambiance d'une pièce bascule quand personne ne se dispute techniquement mais que quelque chose de lourd s'installe dans l'air. Mon père est resté planté là un instant, puis il est passé devant tout le monde en direction de l'allée. Au début, j'ai cru qu'il allait simplement chercher quelque chose dans son coffre, mais au lieu de cela, il a sorti un pied de biche. Je me souviens du son plus que du mouvement lui-même, car le verre ne vole pas en éclats comme dans les films, il s'effondre vers l'intérieur avec un craquement sec et creux qui vous tord l'estomac avant même que votre cerveau ne comprenne ce qui se passe. La vitre de ma voiture a explosé sur le siège passager, mes enfants se sont figés et plus personne ne parlait. Mon père a levé l'outil une seconde fois pour l'abattre sur le montant de la portière, enfonçant le métal avec force, puis il s'est tourné vers moi, sans aucune colère apparente, mais avec une certitude absolue en disant « Voilà ce que tu mérites ». Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais exploser sous le poids de ces années de petites humiliations, de comparaisons incessantes et du sentiment d'être toujours la pièce de rechange dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais le plus étrange, c'est que la colère n'est jamais venue comme je l'imaginais, à la place, j'ai ressenti quelque chose de plus froid, de définitif. J'ai pris la main de ma fille et j'ai dit aux enfants de rentrer à l'intérieur, et ils m'ont suivi sans poser de questions. Derrière nous, je sentais mon père qui attendait une réaction, des cris,
des accusations ou peut-être même une bagarre, mais comme rien de tout cela n'est venu, le silence s'est étiré jusqu'à devenir insupportable pour lui. 3 jours plus tard, mon père a reçu un courrier, non pas de ma part, mais de mon avocat, contenant une copie de l'enregistrement de cet après-midi-là. Mon téléphone était resté dans ma poche tout le temps, exactement comme mon avocat me l'avait suggéré des semaines plus tôt quand la situation avait commencé à devenir instable. L'audio était parfaitement clair, le bruit du pied de biche percutant le verre et la voix de mon père affirmant que c'était ce que je méritais. La lettre était calme, professionnelle, détaillant les dommages matériels, la présence de mineurs sur les lieux et les témoignages de voisins qui avaient tout observé depuis leur balcon. À la fin se trouvait une simple demande de remboursement pour les réparations du véhicule, précisant également que tout nouvel incident serait traité formellement par la voie civile. Il n'y avait aucune menace, juste des faits documentés. L'autorité légale était entrée dans la conversation et quand cela arrive, tout change. Mon père n'a jamais téléphoné pour contester, il a envoyé un chèque par la poste, sans un mot ni une excuse, correspondant au montant exact du devis de réparation. Depuis ce jour, les réunions de famille sont devenues plus courtes et plus rares. Mon père ne se présente plus chez moi à l'improviste et mon frère a cessé ses plaisanteries sur le fait que j'aurais volé son poste. Rien n'a été dramatique, il n'y a pas eu de grande confrontation où chacun aurait admis ses torts après toutes ces années, mais quelque chose de fondamental a basculé. Pour la première fois de ma vie, les règles qui régissaient notre famille n'étaient plus dictées par les seules attentes de mon père. Il y avait désormais des limites, non pas émotionnelles, mais réelles, le genre de limites soutenues par des conséquences concrètes. La vitre de ma voiture a été remplacée en 1 semaine et les enfants ont fini par arrêter de demander pourquoi leur grand-père était si en colère ce jour-là. Parfois, je repense encore à ce moment dans l'allée, au pied de biche, au verre brisé et à l'assurance dans sa voix. Il pensait me rappeler ma place, mais au final, il m'a montré exactement où la ligne devait être tracée, et une fois que cette frontière a existé, quelque chose d'étrange s'est produit, je n'ai plus eu l'impression d'être le second fils. Mais simplement un homme qui avait enfin cessé d'encaisser les coups pour les autres.